Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Renforcer la communication gouvernementale et les stratégies de lutte contre l'insalubrité sont vitales lors du Conseil des ministres tenu sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les résultats du baccalauréat 2016 sont maintenant disponibles. La commune de Matoto occupe la première place. Les deux premiers de la République sont venus de cette commune. Manana Sissé, une ancienne gloire des ballets africains de Guinée, elle a consacré toute sa vie à la promotion de la culture. Vous allez la découvrir dans ce jour-là. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Conakry, 28 juillet 2016, le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du président de la République. Plusieurs sujets ont été débattus, parmi lesquels le renforcement de la communication gouvernementale et la gestion de l'assainissement. Bernard Tonguino commente le compte-rendu du Conseil des ministres. L'instruction est ferme. Désormais, tout déplacement des ministres doit tenir compte du calendrier de travail du gouvernement et du séjour des délégations étrangères en Guinée. C'est par ce point que s'est ouvert ce jeudi le Conseil des ministres présidé par professeur Alpha Condé. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a mis l'accent sur la gestion judicieuse des fonds alloués au développement du secteur agricole. Le chef de l'État a demandé au gouvernement une gestion optimale de l'appui financier et matériel qu'il apporte à l'Amproca dans le cadre de l'assistance au monde rural. Il a en outre invité le ministère de l'Agriculture à fixer des objectifs réalistes mais également précis et ambitieux pour la mise en valeur du potentiel agricole guinéen. Le président de la République a insisté pour que les capacités d'absorption des différents programmes et projets soient améliorées dans la perspective des prochaines contributions dont la Guinée pourrait bénéficier à la faveur des prochaines mobilisations de ressources qui auront lieu notamment lors des rencontres internationales de New York et d'Abu Dhabi. Dans la perspective de la construction prochaine du complexe culturel Canal Olympia en Guinée, le président de la République demande au ministère concerné d'accélérer le processus d'identification du site devant abriter l'infrastructure. Les ministres du Commerce, des Finances et de l'Agriculture sont, eux, invités à prendre des mesures réglementaires dans l'achat et la vente du café et du cacao au marché international, ceci afin d'optimiser l'acquisition des devises. Le volet intervention des ministres a été largement dominé par les propos du ministre de la Communication. Le renforcement de la visibilité de l'action gouvernementale est présenté. Il a indiqué que la communication gouvernementale devrait s'inscrire dans une interministérialité qui offre à chaque département la possibilité de mieux restituer ses acquis. Le ministre a précisé qu'il s'agit aujourd'hui de donner aux populations guinéennes, dans leur large majorité, un important accès aux informations sur les actions du gouvernement pour réduire un déficit qui est plus accentué dans les zones rurales et périurbaines, en raison notamment du niveau de couverture du territoire par les médias traditionnels et d'autres canaux. Des mesures correctives sont proposées pour renforcer la communication gouvernementale. Le ministre de l'Administration des Territoires s'est prononcé sur les études en cours pour le choix d'un partenaire stratégique pour l'assainissement de la ville de Conakry. À l'issue des débats, plusieurs décisions sont prises. Le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil demande au ministre de la Communication de procéder à un inventaire exhaustif des matériels et équipements mis à la disposition de la RTG. 2. Le Conseil demande au ministre de la Communication de soumettre, lors d'une prochaine session, une proposition de réforme du statut institutionnel de la RTG. 3. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle chargée de proposer une structure spécifique chargée de la gestion de l'assainissement. 4. Le Conseil demande aux ministres concernés de prendre les mesures idoines pour libérer les emprises sur les voiries empêchant la libre circulation des eaux et l'évacuation des ordures. La rencontre de ce jeudi a pris fin par les informations données par le gouverneur de la Banque centrale. Informations portant sur le dossier guinéen approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale et la tenue prochaine à Conakry de la réunion de la ZMAO prévue du 29 au 5 août prochain.
Le développement du monde rural figure au nombre des préoccupations du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Des grandes actions sont entreprises pour propulser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. En plus des engrais et des milliers de plants, une importante quantité de poissons vient d'être débarquée de la région administrative de Zirikouri. Voici le reportage de Ibrahim Keïta. Faire du secteur de l'agriculture et de celui de l'élevage le fer de lance de l'économie nationale. Telle est la préoccupation du président de la République, professeur Alpha Condé. Dans cette optique, et compte tenu de l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière, le chef de l'État a décidé de tendre la main à ce pays ami. Après l'identification des besoins par les paysans même, 4200 plants de palmiers à huile pour Zirikouri ont été livrés. Macenta, 2500 et Lola, 150. 10 000 graines germées de palmiers à huile sont à la station agronomique de Sérédou comme pépinière. 356 autres graines germées sont attendues au mois de novembre prochain. 1 800 000 cerises de café et 2 800 000 fers de cacao pour les prochains jours. En matière de la porciculture, sur les 445 races améliorées commandées, 356 ont été déjà livrées. Pour l'aviculture, 114 000 poussins sont attendus. Avec cette démarche, le président de la République entend redonner à la Guinée la place qu'elle mérite en ce qui concerne les cultures de rente et le secteur de l'élevage. Désormais, la balle est dans le camp des producteurs qui s'engagent à honorer leur part de contrat face au gouvernement. Nous nous engageons vraiment à remplir le contrat qui nous engage, à savoir vers la production en grande quantité des cultures de rente pour l'exportation et vers l'autosuffisance alimentaire aussi en riz. Nous produisons plus que le Sénégal et la Mauritanie. Donc vraiment, j'en profite pour réitérer notre engagement vis-à-vis des chefs de l'État. En recevant les acteurs de ces différentes filières, le président de la République a voulu écouter les uns et les autres sur leurs préoccupations en vue de la réussite de cet ambitieux programme. Dès lors, il s'agit de se pencher sur les mécanismes à mettre en place pour la pérennité de cette initiative du chef de l'État qui vise la sécurité alimentaire. Monsieur le président de la République a été très clair. Il ne souhaite pas que ce soit une opération feu de paille. Une opération qu'on commence aujourd'hui et qu'on va arrêter demain. Il souhaite que le processus qui a été démarré puisse s'inscrire dans la durée et qu'aujourd'hui nous sommes avec la région naturelle de la Guinée forestière, mais que demain toutes les autres régions naturelles de la Guinée puissent également non seulement prendre le pas, mais également faire de notre pays un pays non seulement où il fait bon vivre, mais où nous produisons l'essentiel de nos aliments et où nous produisons suffisamment pour pouvoir exporter, renforcer notre balance commerciale et crédibiliser notre monnaie nationale, le franc guinéen. La Guinée en marche vers l'autosuffisance alimentaire. Le chemin est tracé et chaque maillon de la chaîne doit jouer le rôle qui est le sien pour assurer l'atteinte des objectifs. Merci pour ce reportage. Une importante délégation de la République islamique d'Iran vient de séjourner à Conakry. Il a eu plusieurs discussions avec les autorités guinéennes sur les questions de coopération. Au terme des travaux, un protocole d'accord a été signé entre les investisseurs iraniens et les opérateurs économiques de notre pays à la primature, Ousmane Bengoa. La coopération guinéo-iranienne, qui date depuis des lustres, se renforce davantage. Au cours de son séjour de 48 heures en Guinée, le ministre iranien des Affaires étrangères et le gouvernement guinéen ont mis à profit cette visite de Mohamed Jawad Zarif pour procéder à la signature d'un certain nombre de projets de développement, notamment dans le secteur privé. Votre visite a certainement balisé le chemin d'une coopération fructueuse entre l'Iran et la Guinée, marquée par un partenariat fécond impliquant à la fois les secteurs publics et privés des deux pays. Monsieur le ministre, la République de Guinée, à l'instar de la République islamique d'Iran, appartient à plusieurs organisations sous-régionales, régionales et internationales. Cette tradition guinéenne de coopération et d'intégration est largement partagée avec la République islamique d'Iran, qui appartient elle aussi à beaucoup d'instances régionales et internationales.
La présence des autorités du gouvernement guinéen, parmi nous, également la présence des autorités iraniennes parmi nous, et aussi les chefs de délégation et sociétés du service public et privé des deux pays montrent l'importance de liens qui existent entre nos deux pays pour consolider notre coopération économique en dehors et en plus de notre bonne coopération politique. Le Premier ministre Mamadi Youla se réjouit de ce acte de solidarité des liens de coopération existants entre la République islamique d'Iran et la République de Guinée. Le gouvernement est en train de mettre en place nous permettent d'espérer d'avoir un niveau de croissance un peu plus élevé de l'ordre de 6% au cours des prochaines années, avec un objectif d'un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020. Pour ce faire, je m'attelle avec l'équipe gouvernementale à impulser une ambitieuse politique économique en vue de construire méthodiquement les bases de l'émergence de la Guinée conformément à la vision du président de la République. Il s'agit, au niveau économique, de promouvoir une croissance inclusive, diversifiée, durable et forte, une politique agricole reposant sur la sécurité alimentaire et la promotion de filières prioritaires d'exportation, une exploitation stratégique du potentiel minier et agricole pour en faire un levier d'exportation, de transformation et de développement des autres secteurs dans le respect des normes environnementales et dans la préservation des intérêts des populations locales. À travers cette signature, les deux pays s'engagent à soutenir et à accompagner les secteurs privés, moteurs de la croissance et du développement d'un pays. Quel est l'apport du secteur minier au développement communautaire? Un projet est initié à cet effet grâce à l'appui de la coopération allemande en partenariat avec la Chambre des mines et 20 entreprises minières du pays. Des rencontres ont eu lieu à Conakry sur les enjeux et les opportunités des investissements miniers. Mamadi Gassama a suivi la rencontre. En Guinée, nombreux sont les domaines socio-économiques qui ne sont pas développés en milieu minier en faveur des communautés. Un sujet qui doit impérativement être dans l'ordre des priorités des sociétés minières. 20 entreprises du secteur viennent de se pencher sur la question à l'initiative de la GIZ et de la Chambre des mines. Il s'agit d'échanger sur les enjeux et opportunités des investissements socio-miniers en Guinée. C'est un projet qui doit appuyer le développement non seulement local et communautaire, mais en fait de toute la Guinée, en s'appuyant sur le secteur minier pour y parvenir. Qui fait quoi et où pour aider le projet à avoir des pistes d'intervention dans les zones minières. Avec les gouvernements des pays hôtes, les conventions, vous savez tous que notre licence pour opérer dans ces pays est une pièce maîtresse de notre existence et en même temps une pièce maîtresse dans le soutien de notre réputation. Je veux parler de la responsabilité sociétale des entreprises. Les parties prenantes de la rencontre sont toutes fédérées dans la Chambre des mines. Des entreprises qui pensent que ce projet permettra à coup sûr de définir les champs d'action de chaque partie. En tant qu'acteurs miniers, nous avons besoin de ces conseils, nous avons besoin de ces appuis, de ces orientations pour ne pas échouer dans nos opérations. Autre objectif de ce projet, le renforcement des capacités des autorités de régulation chargées de la mise en œuvre des prescriptions fiscales et sociales dans le secteur extractif. En déplacement, le ministre des Travaux publics a visité le chantier du pont Kaka dans la préfecture de Koya. Après quelques temps d'interruption due à l'épidémie d'Ebola, les travaux avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Ce pont d'une longueur de 130 mètres est réalisé grâce à la coopération guinéo-japonaise. Ousmane Toumani Kamara de faire le point. Au pied de cette montagne, le pont Kaka, hérité de la colonisation. Depuis des décennies, il est arrosé par cette chute saisonnière et magnifique. Dans 11 mois, il va céder la place à cet ouvrage moderne de franchissement. Progressivement, ce nouveau pont de Kaka se construit grâce à la synergie d'expertise des Guinéens, Philippins et Japonais. Actually, end of this month become 27.6. Si fin de ce mois, ça va être 27,6%.
voyez, nous avons déjà terminé les 3 et il y a un qui est en cours, comme vous le voyez sur le site, et l'autre, on est sur le collage, ce qui est là-bas en haut. Nous allons respecter le programme, le calendrier établi, le mois de juin 2017. C'est un ouvrage qui aura 130 mètres de longueur et une largeur de 12 mètres. Il disposera également d'une chaussée de 4 mètres x 2 et de 2 trottoirs d'1,50 m chacun. À l'image des ponts sur la Fatala et de Forêt-Caria, celui de Kaka est aussi un pont à poutres en béton précontraint avec 5 travées. Une technologie à plusieurs avantages. Don't time free from the maintenance. L'avantage de poutres précontraintes, c'est parce que l'entretien est facile à réaliser et aussi ça coûte moins cher. Après 20 mois d'arrêt des travaux dus à l'épidémie d'Ebola, les activités ont repris en mai dernier pour atteindre leur phase de croisière ce mois de juillet. Je suis très impressionné par la qualité des travaux qui sont en train d'être réalisés. À l'intervalle de 1 mois, le volume de travail réalisé est vraiment très satisfaisant. Et si ça continue comme ça, je pense que le nouveau délai fixé par l'entreprise pourra être respecté. Ce pont en construction sur la nationale numéro 1 est financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA, un don non remboursable du pays du soleil levant à la Guinée. Et puis, un peu bref, les travaux d'élargissement du canal d'évacuation d'eau sont prévus sur la route du Niger au niveau de la station de Dabondi. Des perturbations sont attendues dans la circulation du vendredi 29 juillet au vendredi 19 août 2016, indique la direction du marché moderne de Dabondi. Le bataillon du génie militaire et la société Danta International qui mène les travaux s'excusent auprès du public pour les désagréments causés. Les résultats du baccalauréat 2016 ont été rendus publics hier. La commune de Matoto occupe la première place. Selon les statistiques, les 2 premiers de la République en sciences sociales et expérimentales sont venus de cette commune. Les responsables de l'éducation se réjouissent de cette prouesse. C'est un reportage signé de Mama Issata Kamara. Pour la 3e fois de suite, la commune de Matoto occupe la tête du peloton dans les résultats du baccalauréat en Guinée. Les 2 premiers de la République de Guinée sont issus de cette commune. Rizawana Tahir de Bini École s'est classée première du pays en sciences expérimentales et Moussa Keta du lycée d'excellence, premier en sciences sociales. Dans les efforts, les prières et les révisions, l'engagement et le mérite revient aussi à mes professeurs, mes enseignants qui se sont engagés et qui ont fait leur maximum. Dieu merci, l'objectif que je me suis fixé, à savoir être le premier de la République, est atteint aujourd'hui. Je ne peux que remercier le bon Dieu. Pour le directeur communal de l'éducation de Matoto, cette réussite couronne les réformes engagées au niveau communal pour qualifier le système éducatif. C'est une réussite totale et cette réussite d'ailleurs, je le dédie à l'ensemble des enseignants qui ont mouillé le maillot durant toute l'année scolaire. Nous n'avons fait qu'un travail d'encadrement. Tout le mérite, c'est pour ces enseignants-là qui ont pris ces enfants-là pendant 9 mois de cours. Donc c'est un directeur communal motivé, très content que vous avez rencontré dans la cour de l'école. Encadreurs et parents d'élèves sont parmi les premiers à savourer ces résultats. Nous sommes très heureux et franchement l'émotion est même là par rapport à ça. Mes sentiments, c'est que ce sont des sentiments de joie. Et les encadreurs, nous les félicitons d'abord et nous félicitons la fille qui a été première de la République. Il n'y en a pas de mots pour présenter mes sentiments, mais quand même c'est le résultat de son effort. Pour cette session 2016, la commune de Matoto a présenté plus de 28 000 candidats. 10 844 sont admis, soit un taux de réussite de 60,32%.
Et puis en plus bref, en image, l'humanité a célébré ce 28 juillet la journée mondiale des hépatites. Vous le voyez donc en image, en Guinée, c'est sous le thème problématique de la prise en charge des hépatites que cette journée a été célébrée. Une conférence de presse a été organisée dans ce sens. Plus de 800 cas d'hépatite dépistés en Guinée. La maladie devient un véritable problème de santé publique. L'hépatite évolue et les modes de transmission sont méconnus par les populations. C'est dans ce contexte que la Guinée célèbre donc ce jeudi la journée mondiale de lutte contre les hépatites à Diatoubari. Les hépatites sont des maladies virales qui entraînent l'inflammation du foie. Elles sont contagieuses. La maladie se transmet par les rapports sexuels non protégés, les sécrétions corporelles, le lait maternel, par voie hydrique et de matériel souillé de sang. Les hépatites se manifestent sous 5 formes, dont le plus virulent est le virus de l'hépatite B. Au dire des spécialistes, il est 100 fois plus infectieux que le VIH-Sida. L'hépatite B se trouve dans la salive, contrairement au VIH. La sueur, les larmes, et les selles, les urines, je veux dire que le virus est très contagieux, même dans les familles nombreuses avec l'entourage. Particulièrement l'hépatite B se transmet de la mère à l'enfant à 3 étapes. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement, quand l'enfant traverse la filière à l'accouchement, donc il peut se contaminer là, et dans le lait maternel. Les hépatites sont méconnues par bon nombre de Guinéens, ce qui fait que les symptômes de la pathologie sont souvent confondus à certaines maladies comme le paludisme. Cette réalité entraîne le dépistage tardif de la pathologie chez les patients, alors que par cet appareil appelé semi-automate, le dépistage précoce de la maladie est bien possible. C'est l'une des mesures préventives des hépatites. Il faudrait absolument faire le dépistage de ces hépatites en Guinée. Il faudrait absolument vacciner les gens, vacciner les femmes enceintes essentiellement, mais d'abord le personnel de santé. C'est le premier groupe à risque. Vacciner l'entourage des malades, les gens qui ont l'antigène, leur fiancé ou leur épouse. Pour l'instant, aucune stratégie de vaccination contre les hépatites n'est envisagée, alors qu'elle demeure le meilleur moyen permettant de rompre la propagation du virus de l'hépatite. Dans l'actualité encore, la justice transitionnelle et la recherche de la vérité, ce sont des thèmes qui ont fait l'objet de débats ce jeudi à la faveur de la retraite des députés à Kindia. Il s'agit de préparer les élus du peuple à maîtriser les concepts clés des droits de l'homme afin qu'ils réussissent le processus de réconciliation. Abla Diallo suit ses travaux à Kindia. Au compte de la seconde journée de retraite à Kindia, les honorables députés se sont familiarisés avec des concepts comme la justice transitionnelle et la recherche de la vérité. Des étapes importantes pour la réussite de la réconciliation nationale. Dire la vérité est un processus qui nécessite d'abord l'adhésion de la population à l'idée d'utiliser un mécanisme extrajudiciaire pour faire face à l'épineuse question de réconciliation. La réconciliation ne se décrète pas. C'est un processus long, très long parfois. C'est aussi un processus difficile, parce que parfois, les personnes ayant subi un certain nombre de choses ne veulent plus que l'on revienne sur tout ça. Ils disent avoir oublié. Certains ont véritablement, c'est une démarche sincère, ils disent « je ne veux plus remuer le couteau dans la plaie ». Comment arriver à les concilier? Ça prend le temps que ça prend, ça ne se décrète pas du tout. C'est un long processus. Chaque pays, selon ses propres réalités, selon les mécanismes mis en place, pourra faire ce processus à son rythme. Et c'est ça le plus important. En ce qui concerne la justice transitionnelle, elle est l'ensemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires devant permettre à un pays qui a connu des événements douloureux de pouvoir lire son passé, de situer les responsabilités et de réparer les torts causés afin d'obtenir des garanties de non-répétition. La justice transitionnelle, c'est comme une boîte à outils dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des éléments. Mais qu'est-ce qui fait qu'un État décide de faire un processus de justice transitionnelle? C'est lorsqu'il se rend compte que la justice classique à elle seule ne peut pas régler l'ensemble des contentieux de sang qui se posent relativement aux violations des droits de l'homme. Il faut alors faire un choix exceptionnel.
Un choix qui embrasse tout un ensemble de mécanismes, lesquels vont permettre de redorer le blason de la justice elle-même, mais également de permettre à ce que la vérité soit faite, que les réparations soient faites et qu'il y ait des réformes institutionnelles profondes. Cette rencontre de Kindia devrait permettre aux élus du peuple d'avoir une meilleure compréhension de leur rôle en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et surtout de maîtriser les concepts clés pour aboutir à la réconciliation nationale. Et puis la réforme du secteur de sécurité se poursuit en Guinée. C'est dans ce contexte que s'est tenu à Mamou un séminaire de restitution et d'appropriation du document cadre sur les acquis de la réforme. Le reportage du commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire dans de prochaines éditions d'information. Les officiers de la police judiciaire et les magistrats viennent de bénéficier d'une formation basée sur les violences faites aux femmes. La rencontre était organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies sur les droits de l'homme. Protéger davantage les femmes et filles contre des violences basées sur le genre. C'est l'objectif de cet atelier de 2 jours. Organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et ses partenaires, la rencontre devrait permettre notamment de renforcer la lutte contre l'impunité des auteurs de VBG. Le gouvernement a mis en place une politique stratégique de lutte contre les violences basées sur le genre, qui est fondée sur 2 axes. Le premier axe vise la sensibilisation et le deuxième axe vise la réponse judiciaire. Et donc nous nous sommes beaucoup plus attachés à la réponse judiciaire. C'est pour cela que nous tenons absolument à renforcer la capacité de justice, puisque un certificat médical est une pièce maîtresse qui est toujours versée dans le dossier judiciaire. Nous sommes dans la dynamique de qualifier les magistrats, de qualifier les officiers de la police judiciaire dans l'appréciation ou l'interprétation des rapports médico-légaux. Une 50aine d'officiers de police judiciaire prennent part à la rencontre. Il s'agit de leur expliquer les contours des notions de droits de l'homme. Le département de l'action sociale inscrit cet atelier dans le cadre de la protection de la gente féminine. Si aujourd'hui les victimes ont le courage de sortir de l'ombre, c'est parce que la justice assume sa responsabilité. Et si on renforce leurs capacités, cela va favoriser cette attitude de la part des victimes et ça peut mieux accompagner notre département qui fait de son combat de tous les jours la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et des petites filles qui devient aujourd'hui très récurrente dans notre pays. Ces 2 jours de travaux devraient ainsi permettre de définir un plan commun de lutte contre la violence basée sur le genre en Guinée. L'implication de la police judiciaire est un atout pour réussir le combat. Et culture, je vous le disais en titre, nous allons découvrir à présent une vedette des ballets africains de Guinée. Manana Cissé était une référence de la culture guinéenne. Cette dame que vous allez voir a consacré toute sa vie à la promotion de la culture en Guinée. Malgré son âge, Manana Cissé continue à transmettre son savoir-faire à la nouvelle génération. Suivez ce reportage de Marie-Angélique Bangoura. Manana Cissé est une des vedettes des ballets africains de Guinée. Elle était l'intrépide chanteuse, comédienne et danseuse de sa génération. Son rôle qui a marqué tous les esprits est celui de la marâtre qu'elle a joué dans la série Gaobé. Aux côtés de la nouvelle équipe des ballets africains de Guinée, Manana, plus qu'une doyenne, c'est une référence. Les différents rôles qu'elle a interprétés jadis laissent encore de beaux souvenirs. Elle a été la mère méchante, d'ailleurs, qui lui a donné beaucoup de succès. Parce que quand un artiste évolue sur la scène, le rôle qu'il assume, il y a des gens qui croient que c'est la vérité. Alors ça joue sur elle. Quand elle va au marché, les gens commencent à l'insulter parce que les gens se réfèrent à ce qu'elle a fait comme rôle sur la scène. Alors ça lui a fait beaucoup de succès. Elle est en retraite. Et moi, je lui ai dit, puisque je suis son directeur artistique, j'ai dit, je ne vais pas te lâcher, tu ne vas pas partir. Tu vas rester avec moi et tu vas continuer à former les plus jeunes. Cette grande dame fait partie des toutes premières recrues des ballets africains.
Elle est dans la troupe depuis 1959. Aujourd'hui, malgré son manque de statut comme artiste d'État, Manana continue d'encadrer la jeune génération. À mes débuts, j'avais honte de danser, mais au fil du temps, j'ai aimé les ballets, j'ai évolué là-dessus et après, on ne pouvait plus m'arrêter. C'est ainsi que j'ai joué des rôles comme Jean Bédou au temps de Keita Fodiba, puis Tiranké, Mali Sadio, la mère de Sundiata, jusqu'à la méchante marâtre. J'ai été célèbre, mais aujourd'hui nous sommes laissés pour compte. Manana est mère de 2 enfants, Moussokoro Traoré et Mohamed. Ce dernier a hérité de la profession de sa mère. Il joue dans la nouvelle équipe des ballets africains de Guinée comme acrobate et percussionniste. J'ai aimé ce qu'elle faisait. Je l'avais demandé en même temps, maman, est-ce que je peux prendre votre place un jour? Elle a dit, ah non, je ne veux pas que tu danses, je veux que vous étudiez. Mais avec l'amour de ce qu'elle faisait, j'ai dit, ah non, il faut que je fasse la même chose que ce que ma maman a fait. L'ancienne star des ballets africains de Guinée et ses co-artistes ont réussi à faire rayonner la culture guinéenne à travers l'Afrique et le reste du monde sous la Première République. Aujourd'hui, elle et le groupe d'Amidou Bangoura se préparent pour le Festival des Arts et de la Culture dans quelques semaines. Manana Sissé, l'ancienne gloire des ballets africains, tous mes encouragements. Angélique Bangoura, merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À bientôt.